Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire Intelligence artificielle et supply chain qui vous est proposé donc, par le Lab Digital de France Supply Chain en partenariat avec le cabinet de conseil Wavestone. Donc, je m'appelle Jean-Marc Soulier, je dirige la practice Supply Chain de Wavestone. Et nous allons aujourd'hui vous présenter effectivement ce sujet avec de nombreux intervenants. Vous les voyez à l'écran et je vais les laisser se présenter un par un. Voilà, Thuyen, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, c'est Thuyen Fan, donc je suis partenaire chez Wavestone dans la practice Supply Chain et ça fait un peu plus de 25 ans que je fais de la supply chain et rien que de la supply chain. Du coup, pour continuer, Guylain de Pierrefeu, je suis partenaire chez Wavestone également, en charge des sujets data et intelligence artificielle. Donc, je ne fais pas que de la supply chain, mais par contre, je fais que de l'IA et de la data. La dernière fois, je suis senior manager dans les équipes supply chain de Wavestone aussi, avec 10 ans d'expérience notamment sur la planification de la supply chain et plus récemment l'IA appliquée à la supply chain. Yvan, tu es en mute. Effectivement, c'est mieux avec le micro. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Yvan Baturon. Je travaille chez Michelin. Je suis responsable de l'innovation supply chain. Donc, je ne fais que de la supply chain, que de l'innovation, parmi celles-là, de l'IA. Et enfin, François-Martin Festa qui est au téléphone. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur ce call. Moi, je représente le Lab Digital de France Supply Chain. Comme probablement beaucoup d'entre vous l'ont noté, nous avons changé de nom, donc c'est France Supply Chain by Aslog, qui est une association qui fédère de l'ordre de 450 entreprises de toute taille, à la fois des grands groupes, des ETI, des PME, de tout secteur d'activité, et dont la vocation est d'accompagner les entreprises dans leur transformation supply chain, en joignant la force d'un réseau et essayant de leverager sur l'intelligence collective. Alors concrètement, France Supply Chain permet entre autres à ses membres d'échanger des bonnes pratiques au sein de labs, au sein de groupes de travail, et aujourd'hui, le Lab Digital de France Supply Chain est ravi de vous accueillir. Dans ce cadre, on a signé il y a déjà quelques mois de ça un partenariat avec Wavestone de manière à pouvoir co-brander un certain nombre de publications importantes. Tel a été le cas il y a quelques mois avec un premier radar sur IoT et aujourd'hui un second radar réalisé en collaboration sur l'intelligence artificielle. Parfait. Merci François. Donc nous allons passer à l'agenda que nous vous proposons. Donc quatre points clés et tout à la fin, François vous expliquera un petit peu quels sont les prochains événements du Lab Digital. Donc les 4 points que nous avons préparés, d'abord c'est un peu de wording, de pédagogie autour de la compréhension de l'intelligence artificielle et de ses différents concepts. Après, nous regarderons ensemble les principaux cas d'application, les use cases qui s'appliquent sur la supply chain justement. On aura un zoom grâce à Yvan sur les projets que mène Michelin dans ce sens-là. Et enfin, nous vous présenterons un petit peu le radar des solutions IA et supply chain. Bien entendu, tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc, vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas, nous aurons 4 moments où nous allons effectivement faire un petit arrêt pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les faire passer. Voilà, donc je vais passer la parole à Guylain qui va nous parler un petit peu à la fois des différents concepts d'intelligence artificielle, des différents types de données, des différents types d'algorithmes. Voilà, Guylain, à toi de jouer.
J'ai la lourde tâche d'expliquer l'intelligence artificielle en 10 minutes. Certains s'y essayent depuis plusieurs années. On va pas tout traiter, mais on va essayer de parler des concepts principaux. C'est vrai que c'est comme dans tout domaine technique, il y a son jargon et ses buzzwords. Donc, beaucoup ont entendu parler de big data, d'intelligence artificielle, de machine learning, de data science. Finalement, on a essayé de représenter un peu comment ces différents concepts s'imbriquaient les uns les autres. Donc, voilà, ça reste des concepts et on verra que le recouvrement est assez fort. Donc, tout d'abord, le big data et les analytics big data, ça a émergé beaucoup avec notamment l'émergence et l'explosion des données sur les réseaux sociaux. Et donc, en gros, c'est la stratégie d'analyse de volumes de données qui sont beaucoup trop volumineux pour être traités dans Excel ou dans d'autres outils simples. Et donc, ça fait appel à des technologies un peu spécifiques qui permettent effectivement de faire parler ces données massives. La data science, plus globalement, c'est un domaine interdisciplinaire donc qui marie des compétences statistiques, des compétences mathématiques plus généralement, des compétences informatiques et qui permet effectivement d'arriver à extraire des connaissances de données, que celles-ci soient structurées ou non structurées. Je reviendrai à ces définitions un peu après sur les différents types de données. Donc après, vous avez les trois champions du moment, donc l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning. Vous voyez que les uns sont imbriqués les uns dans les autres, enfin les uns sont imbriqués dans les autres. En fait, l'intelligence artificielle, c'est globalement une thématique assez générique et assez globale. Et en gros, c'est les capacités d'une machine à effectuer des tâches qui normalement sont effectuées par un humain. Alors, on a donné quelques exemples, hein, les jeux d'échecs, les jeux de Go, les chatbots, les véhicules autonomes, si on se projette un peu. Faut savoir aussi que l'intelligence artificielle, en 1960, un bon vieux système expert, c'était réputé être une intelligence artificielle puisqu'elle effectuait des tâches qu'un homme effectuait, même si c'était des tâches assez basiques et répétitives. Voilà. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va chercher d'autres thématiques dont on va parler assez globalement. Et donc, c'est vraiment un ensemble très générique et qu'il est difficile de définir de façon restreinte parce que voilà, on fait beaucoup de choses en tant qu'être humain. Hein. On détecte des images, on comprend le sens des mots, on comprend quand quelqu'un nous parle en langage naturel, on est capable de prendre des décisions, on est capable d'avoir une intelligence émotionnelle, on est capable de réagir à des situations avec un nombre de paramètres importants. Voilà, l'intelligence artificielle, son but, c'est d'essayer de simuler tout ça, sachant qu'on parle ici uniquement de l'intelligence artificielle faible, par opposition à l'intelligence artificielle forte, qui est le rêve de certains, le cauchemar d'autres, et qui consiste à dire qu'on va être capable un jour de créer des vraies intelligences capables d'avoir notre niveau d'intelligence en termes d'émotion, en termes de capacité d'intelligence relationnelle, de réaction à chaud, etc. On en est très très loin, et donc tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup de l'IA faible. En gros, c'est la partie analytique de ce qu'est capable de faire notre cerveau. Voilà. Donc après, le machine learning, c'est, j'allais dire, un des domaines sur lequel il y a plus d'évolution ces derniers temps. Et l'idée, c'est de donner au système la capacité de prendre des décisions à partir des données. Je vous parlais des bons vieux systèmes experts if then else qui existent toujours dans tous les systèmes informatiques. Ça marche toujours. Là, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et de se dire que le système doit prendre en compte les données du passé pour prédire le futur et donc pour permettre à la machine d'apprendre sur la base des données. Et donc, c'est ça qu'on appelle le machine learning. Il y a différentes sous-disciplines et sous-catégories d'apprentissage. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Et puis, le deep learning, on va plus en profondeur, comme l'indique son nom. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. Donc, c'est une logique de réseaux neuronaux pour traiter des données et créer des modèles qui vont être utilisés dans des prises de décision. Donc, c'est ce qu'on va utiliser sur la reconnaissance d'images ou la colorisation automatique d'images, sur la détection d'objets dans une photo pour repérer qu'un singe est un singe ou qu'une banane est une banane. Donc, c'est beaucoup de données. Alors, là aussi, hein, c'est pas magique. On est très, très loin de simuler l'intelligence même d'un bébé. Un bébé, s'il voit 3 fois un chien et qu'on lui dit que c'est un chien, il saura que c'est un chien. Un réseau de neurones, il faut qu'il voit 1 million de fois un chien pour savoir avec une probabilité non totale de reconnaître un chien. Donc, on en est encore très loin parce qu'on n'a pas bien compris encore tous les fonctionnements du cerveau humain. On n'a pas encore réussi à les simuler numériquement, même si ça permet effectivement de faire pas mal de choses. Donc, voilà un peu les grands ensembles. Juste un point à retenir, c'est que finalement, tout ça,
c'est pas très important. La seule question qu'on se pose sur ces sujets quand on est dans une entreprise et qu'on cherche à utiliser l'IA, c'est j'ai de la donnée, comment j'arrive à valoriser cette donnée. Et après, les technologies utilisées ou les sous-technologies utilisées, c'est pas très important. Et parfois, on a plus de valeur dans un cas d'usage à utiliser un bon vieux, une bonne vieille statistique que d'utiliser un réseau de neurones. Donc, j'allais dire, il n'y a pas d'ordre de valeur dans ces types d'algorithmes, et on n'est pas meilleur parce qu'on fait un réseau de neurones versus une bonne vieille loi statistique, dans certains cas, qui rend bien des services. Alors, quelques mots justement après cette brillante introduction, sur les différents types de données. Parce que la donnée, c'est quand même le carburant de l'IA. Voilà, donc parlons-en. Oui, sans données, pas d'IA, effectivement. Alors, il y a plein de types de données différents. Donc, le premier élément à avoir en tête qui va être utile quand on fait des travaux d'intelligence artificielle, c'est de quel type de variables on dispose. Donc, il y a deux grands types de variables, finalement. Hein, si on prend bêtement nos tableaux Excel du passé ou toutes nos applications en entreprise, il y a des variables discrètes donc, qui vont permettre d'être classifiées. Donc, c'est des valeurs qui vont prendre un nombre fini de valeurs. Donc, typiquement, je suis un homme ou une femme. Pour les spams, ce mail est-il un spam? Oui, non. Là, ça peut être aussi la catégorie socio-professionnelle, ça peut être le type de machine, etc. Donc, c'est un nombre fini de valeurs. Donc là, le principe de l'apprentissage va être de détecter la frontière entre ces catégories de données et de voir qu'il y a certaines données qui sont d'un côté de la frontière et d'autres de l'autre côté de la frontière, pour ensuite l'appliquer à des nouvelles données et dire celle-ci appartient probablement à cette catégorie-là. C'est pour ça qu'on parle de classification. Et donc ça, on l'applique sur des variables discrètes. L'autre type de variable, c'est les variables continues. On peut prendre une infinité de valeurs. Et donc là, l'algorithme va essayer d'apprendre le lien entre les données d'entrée et les résultats. Donc c'est le principe d'une régression linéaire classique. On va essayer de trouver la droite qui simule les points qu'on a dans notre fichier et dans notre base de données. Donc, une droite, c'est évidemment la version la plus simple. Il y a d'autres types d'approximations, bien entendu. Et du coup, le principe, ça va être que le modèle va essayer de comprendre quelle est cette fonction de régression, à quoi ressemble le format des données, pour se dire si j'ai une nouvelle donnée d'entrée, je sais la placer sur la droite ou sur la courbe ou sur l'espace pour dire que ça doit être à peu près là le résultat de sortie. Voilà. Ensuite, il y a deux autres catégories de données qui sont très importantes à bien saisir, qui sont les données labellisées ou données non labellisées. On va avoir des données sur lesquelles on connaît le résultat cherché. Donc, par exemple, sur une image, il y a déjà quelqu'un qui a marqué que l'image décrivait une voiture ou une voiture de type Citroën ou un pneu de type Michelin, etc. Donc, on va être capable d'avoir labellisé, donc d'avoir une étiquette qui décrit la donnée. Donc, évidemment, sur la base de ces données étiquetées, on va pouvoir apprendre plus facilement. Et puis, vous avez toutes les données non labellisées, donc une image sans description, qui est finalement voilà, un ensemble de données derrière pour une image, mais dans lequel on n'a pas forcément le résultat qu'on cherche enfin, la description de ce qu'il y a dans cette donnée, de comment elle est et à quoi elle répond. Voilà, donc, ça va être très important pour les types d'apprentissage. On va en parler juste après. Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Juste pour votre information, nous sommes 170 participants sur ce webinaire, ce qui est très, très, très bien. Donc, preuve de l'importance de ce sujet. Alors, on va rentrer là dans le dur. Mais je vous rassure, c'est le seul slide, mais il faut bien passer un petit peu par les différents types d'algorithmes. Et je pense que c'est important d'avoir aussi en tête cette segmentation. Oui, donc effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, on revient souvent aux théories de l'apprentissage, donc la capacité d'une machine à apprendre. Alors, on parle auto-apprenant, effectivement. On va voir que ce n'est pas souvent le cas, hein, et souvent, il faut aider la machine à apprendre. Les deux grandes familles d'apprentissage sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, en gros, l'apprentissage supervisé, ça veut simplement dire qu'on a les résultats qui sont prédits, on a les labels, on a les étiquettes dont je viens de parler avant. Donc, on a des données qui sont labellisées. L'exemple le plus connu, c'est par exemple quand vous cherchez à savoir si un client va quitter une entreprise ou non, vous avez toutes les données du passé sur ce qu'a fait le client, son parcours, ses achats, ses échanges avec le service client. Et puis à la fin, vous avez, pour le passé, ce client est-il parti ou est-il resté? Voilà, donc c'est pour le coup assez simple, oui, non.
Et du coup, vous avez ce label pour le passé. Donc, vous allez être capable, sur la base de cette information, de simuler et de comprendre quels sont les éléments, enfin les courbes, les droites, les ensembles qui permettent d'identifier que cette personne a toutes les caractéristiques données qui font qu'à la fin, elle part. Voilà. Et donc, vous êtes capable de comprendre la fonction qui fait qu'à la fin, la réponse est oui ou la réponse est non. Donc, vous allez appliquer cette fonction sur des données futures, donc un client qui n'est pas encore parti, pour regarder s'il a une bonne probabilité, un bon score qui fait qu'il risque de quitter votre service. Donc là, on est vraiment dans de l'apprentissage supervisé. C'est très efficace, effectivement, dès lors qu'on a des données labellisées qui correspondent au passé. Après, on va avoir deux sous-familles là-dedans qui sont en fonction du fait qu'on ait des variables continues ou des variables discrètes. Et dans un cas, effectivement, on va faire de la régression. Donc, on va essayer de comprendre la droite qui représente le mieux les points. Si c'est une droite, ça peut être d'autres types d'approximations. Ou on va essayer de détecter les frontières entre des familles, donc les clients qui partent ou les clients qui restent. Voilà. Donc, sur cette base-là, vous avez un certain nombre d'algorithmes. Évidemment, ce qu'on a mis dans le slide n'est absolument pas exhaustif. Hein. Donc, vous avez des régressions linéaires, des régressions logistiques qui sont les plus classiques. Vous allez utiliser des machines à vecteurs de support pour le faire. Vous allez utiliser potentiellement d'autres fonctions sur les voisins les plus proches. Vous allez pouvoir utiliser des arbres de décision et des méthodes qui sont ensemblistes, c'est-à-dire on va utiliser plusieurs types d'arbres de décision. C'est par exemple le cas des random forests ou des forêts aléatoires ou des méthodes de gradient boosté. Donc là, c'est plein de sous-familles. Voilà, ça a l'air très compliqué comme ça. Pour être très honnête, c'est pas le plus compliqué de trouver les bons algorithmes. Il y a énormément de librairies open source qui sont disponibles et sur lesquelles vous avez des exemples d'implémentation pour différents sujets et que vous êtes capable de reprendre et d'adapter à votre contexte. Et donc, finalement, c'est quelque chose, une fois qu'on a bien décrit la problématique et qu'on a bien récupéré des données qualitatives, et c'est évidemment le nerf de la guerre, on va être capable de faire des choses relativement simplement grâce à tout ce qui existe. L'énorme avantage de ce monde de la data science, c'est que tout est partagé, quasiment tout est partagé, et donc on a accès à beaucoup de choses en open source qui permettent d'avancer fortement. Si je m'arrête maintenant sur la deuxième famille, qui est l'apprentissage non supervisé, donc là, l'idée, c'est effectivement, j'ai typiquement une bibliothèque de plein d'images où j'ai une liste de plein de clients avec des caractéristiques données, mais je n'ai pas de label, je ne sais pas ce que je cherche à prédire. Et donc là, l'idée, ça va être de définir des ensembles, ce qu'on appelle des clusters. Donc le principe de base, c'est le clustering, et c'est d'essayer de regrouper ces ensembles de clients, ces ensembles d'images dans des choses qui se ressemblent. Et donc, ça va être beaucoup utilisé typiquement pour la segmentation client, pour le clustering de magasins, donc identifier des typologies. Nous, on ne sait pas forcément ce qu'on cherche, mais la machine va faire ces sous-ensembles et va vous dire, voilà, j'ai trouvé un certain nombre d'ensembles qui correspondent à des familles qui ont des comportements, des attitudes, des données en tout cas, qui sont très proches. Et donc ça va permettre effectivement d'avoir une représentation de ça. Une fois qu'on a ça, on n'a pas grand-chose. Et c'est là où on a besoin de l'expert métier qui va dire, moi, je pense que cette famille, ça caractérise ce type de client, ce type de magasin, ce type de je ne sais quoi. Et donc, il va falloir donner un nom à tout ça. Et après, on va pouvoir effectivement utiliser l'algorithme pour placer des nouveaux clients, des nouveaux magasins dans ces sous-ensembles. Il faut savoir que le fait de se baser sur la donnée pour faire ces clusters, c'est une valeur ajoutée énorme par rapport à ce qu'on faisait par le passé et ce qu'on fait toujours un peu, qui est d'utiliser le bon sens paysan et notre compréhension de contexte et notre compréhension métier pour faire ces ensembles. Évidemment, ça marche très bien, heureusement, on connaît bien tous nos métiers respectifs, mais devant la complexité liée finalement à l'explosion du nombre de parties prenantes, du nombre de produits potentiellement, du nombre de clients, des comportements qui peuvent différencier, finalement, il y a un nombre de données qui devient trop important pour qu'on puisse se fier uniquement à ce bon sens paysan. Et parfois, ça peut être intéressant d'enrichir ce bon sens paysan par ce que nous dit la machine, évidemment, en essayant de le comprendre. Et ça me permet de tuer un a priori bien présent dans le monde de l'IA, qui est que apprentissage non supervisé est synonyme de boîte noire. Je ne sais pas comment la machine fonctionne. Alors, c'est en partie vrai. Typiquement, quand on va utiliser des réseaux de neurones profonds, on ne comprend pas bien comment ça va marcher. Mais l'idée, c'est bien qu'à la fin, l'algorithme et plutôt le service qu'on met à disposition des personnes qui vont utiliser cet algorithme, il soit expliqué, il soit interprétable et qu'on comprenne bien pourquoi ces choix ont été faits
quel est le poids ou la donnée qui a le plus pesé dans le fait de mettre l'élément dans un cluster ou un autre. Et on est tout à fait capable aujourd'hui de savoir expliquer les choix qui sont faits par un algorithme, y compris en apprentissage non supervisé. Donc, il faut effectivement éviter de tomber dans ce piège. Voilà un peu ces deux grands mondes. Aujourd'hui, je dirais c'est 50-50. On utilise beaucoup l'apprentissage supervisé pour des phénomènes relativement répétitifs sur lesquels on a des données et on a encore une fois des labels, des étiquettes. Donc, on a labellisé ces données. Et on utilise beaucoup l'apprentissage non supervisé pour tout ce qui est compréhension d'un monde complexe et donc clusterisation, segmentation et aussi beaucoup pour la détection d'anomalies. Donc, vous avez vu les trois petites bulles bien propres qui correspondent à des comportements normatifs, on va dire, soit d'un client, soit d'un magasin, soit d'un produit, etc. Si vous avez un mouton noir qui sort de ces trois petites bulles, vous pouvez considérer que c'est potentiellement une anomalie, donc soit un événement qui n'est pas normal, donc un incident potentiel, soit une fraude ou un comportement en tout cas qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est beaucoup utilisé cet apprentissage non supervisé pour détecter des anomalies. Très bien. Alors, à ce stade-là, j'ai quelques questions qui remontent. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser les questions par écrit, s'il vous plaît, mais parce qu'effectivement, il n'y a pas la possibilité de prendre la parole. Guylain, peut-être un point sur comment est-ce qu'on fait pour comparer la performance de deux algorithmes et est-ce qu'on peut créer de nouveaux algorithmes? Alors, comparer la performance de deux algorithmes, les data scientists le font très régulièrement, c'est-à-dire sur un cas d'usage, très concrètement, ils vont essayer les deux algorithmes. On ne sait pas, a priori, quelle va être la bonne réponse à une question métier posée et à un ensemble de données disponibles. Il y a même des data scientists qui sont amusés à faire un théorème qui s'appelle le no free lunch théorème, donc il n'y a pas de déjeuner gratuit, et qui démontre qu'il n'y a pas de bonne réponse a priori, exactement ce que je viens de dire. Et du coup, le choix de l'algorithme, il est beaucoup basé sur l'expérience des équipes data science, data engineering, qui vont comprendre un peu, qui vont connaître par leur expérience qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Mais très souvent, et pour être très honnête, la bonne solution, elle est trouvée un peu en mode brute force, en testant plusieurs options sur un jeu de données en fonction de la question qui va être posée. Et là, je vais briser un rêve. Il y a très peu de cas où on peut réutiliser intégralement un algorithme qui a été développé dans un environnement pour un autre environnement, tout simplement parce que les données vont être différentes, leur profondeur va être différente, leur granularité va être différente, leur qualité va être différente, potentiellement les unités utilisées vont être différentes, et donc très souvent, ce n'est pas la même réponse, en tout cas, ce n'est pas les mêmes hyperparamètres de l'algorithme qui vont permettre d'obtenir les meilleurs résultats, et donc il faut essayer beaucoup de choses. Donc voilà, il n'y a pas de bonne solution a priori, c'est beaucoup l'expérience. Après, on a quand même des typologies, je vous le disais, sur la détection d'anomalies, on sait à peu près ce qu'on va utiliser. Quand on a des données labellisées très précises, on sait à peu près ce qu'on va utiliser, etc. etc. Voilà. Pour la deuxième partie de la réponse, est-ce qu'on peut créer des algorithmes? La réponse est à la fois oui et non. C'est-à-dire que on peut s'amuser à inventer des choses complètement nouvelles. Encore une fois, il y a énormément de choses qui sont disponibles en open source. Et le métier du data scientist aujourd'hui, c'est plus d'être un intégrateur, un ensemblier qui va aller chercher les différentes sources, les différentes sous-parties d'algorithmes qui ont déjà été développées et qui va essayer de les faire fonctionner, de les reparamétrer dans des environnements spécifiques d'un métier donné, d'un environnement, d'une question et d'un jeu de données. Et du coup, on va beaucoup faire de la réutilisation de sous-parties d'algorithmes. Et puis, très souvent, on va les enrichir en les redéveloppant. Et très souvent aussi, on va travailler sur la façon d'optimiser la performance, non pas de l'algorithme en tant que tel, c'est-à-dire sa précision à la fin sur ce qu'il propose, mais aussi sur la capacité à faire les inférences, donc les calculs, les recalculs, les réapprentissages de façon rapide, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage où on a besoin de réponses très rapides. Très bien. Alors, une bonne remarque là dans les questions, alors c'est plus une remarque, c'est de dire dans l'apprentissage supervisé, il faut être très vigilant aux biais liés aux données disponibles, donc le fameux biais de l'IA. Oui, en fait, le problème, c'est que l'IA ne fait que répéter des choses qu'elle voit, en fait. Donc, elle n'invente pas et elle n'est pas capable de corriger nos propres biais. Donc, l'exemple le plus connu, c'est le recrutement, hein. Il y a beaucoup d'IA qui sont utilisées pour identifier les CV qui correspondent le mieux aux attentes d'une entreprise, en fonction des postes, en fonction, etc. Si l'entreprise a un biais,
c'est-à-dire qu'elle a naturellement tendance à préférer des élèves très diplômés à des élèves un peu moins diplômés, qu'elle a naturellement tendance à préférer les hommes que les femmes, qu'elle a naturellement tendance à préférer, voilà, je ne sais pas quelle autre catégorie versus quelle autre catégorie, bah, ça se traduit dans les données du passé, les labels qu'on a sur le passé, et du coup, ça se traduit dans ce que pensera ce que l'algorithme pensera bon. Et donc, il va proposer des résultats qui répercutent les biais. Voilà. Donc, j'allais dire, il ne crée pas de nouveaux biais tout seul, en fait. Hein. C'est surtout qu'il se base sur des choses qu'il a enregistrées comme étant les bons comportements parce que c'est là-dessus qu'on l'a fait apprendre, tout simplement. Et donc, oui, il faut être très attentif à ces biais. Il faut être très attentif aussi aux dérives de ces algorithmes qui, en fonction des types de données qu'on leur donne à manger, vont avoir des réponses différentes. Et on a chez pas mal de clients des algorithmes qui dérivent, c'est-à-dire qu'on a rajouté toute une source de données qui n'était pas présente avant, où on a une nouvelle granulométrie, et l'algorithme ne va plus proposer des meilleurs résultats, il va baisser en performance. Et donc, il faut régulièrement faire réapprendre et réentraîner ces algorithmes pour s'assurer que ça réponde toujours de façon la plus performante possible à la question métier qui a été posée. Très bien, ben parfait. Merci beaucoup, Guilain, pour cette brillante introduction. Bien entendu, il y a beaucoup de littérature aujourd'hui sur ces sujets-là, mais c'est important de pouvoir un peu démystifier toute cette thématique. Alors, on va passer maintenant peut-être sur… Jean-Marc, une seconde. Oui. Il y a un certain nombre de questions complémentaires. Merci à tous les participants. Il y a pas mal de questions. Donc, éventuellement, en parallèle, on ne va pas pouvoir toutes les traiter pendant le call. Donc, on va essayer d'y répondre et peut-être, Guilain, tu verras dans la partie questions, il y a peut-être quelques réponses que tu peux essayer d'apporter et de partager avec tous les participants. Oui, je vais regarder ça en parallèle. Très bien. Donc, on va passer maintenant au cas d'application. Et pour ce faire, nous allons donc donner la parole d'abord à Thuyen Phan, puis après à Damien, qui vont vous présenter la dizaine de cas de use case que nous avons identifiés aujourd'hui en supply chain et qui vont vous être présentés dès maintenant. Thuyen, à toi la parole. Oui, donc l'idée, c'est de rendre pratique et pragmatique ces différents algorithmes d'IA, et notamment sur la supply chain. Donc, quels sont les différents cas qui nous paraissent pertinents, sur lesquels on a déjà des retours d'expérience avec des impacts sur le résultat, que ce soit sur l'amélioration du service client ou la réduction des stocks ou la réduction des coûts. Donc, on va vous présenter une dizaine de cas. Le premier, comme Guilain l'a dit, c'est la data. Donc, la data, c'est à la base de tout projet autour de l'IA. Donc, la supply chain est déjà riche en data endogène. Donc, que ce soit les ventes, les stocks, les OF, les commandes fournisseurs, les commandes clients, etc. Mais souvent, on cherche aussi à enrichir ces data avec des données exogènes qui peuvent donc alimenter les process de prévision, de clustering ou d'agilité de la supply chain. Par exemple, des photos de produits, des prix de produits concurrents, des commentaires de journalistes ou de blogueurs, des évolutions de taux de change. Et donc, il existe un certain nombre d'outils et d'algorithmes qui permettent de capturer ces données, la plupart du temps non structurées, et de les structurer pour après les utiliser dans différents process. On vient de parler du biais, effectivement, sur la base historique, puisque l'IA a du mal à prédire l'avenir, notamment quand il y a de la création artistique. Et justement, en capturant des images vidéo de tendances dans la rue ou de photos, etc., ça permet aussi d'essayer de projeter sur, notamment c'est utilisé dans la mode, de projeter sur des futures tendances et d'appliquer pour des algorithmes de prévision ou de clustering. Le deuxième cas d'usage, donc, c'est sur la construction des clusters magasins, et notamment toute la partie gestion d'assortiment. Donc, l'idée, c'est souvent pour des retailers qui ont un réseau de plusieurs centaines ou de milliers de magasins, la question se pose, c'est quel est mon assortiment optimal en termes de largeur ou en termes de profondeur de stock à mettre dans chacun de mes magasins. Donc, l'IA peut aider à faire des regroupements
en fonction de clients, des caractéristiques de la clientèle, touristes ou pas touristes, nouveaux clients, clients habituels, âge, CSP, etc. En fonction de la caractéristique aussi du magasin, où est-ce qu'il est localisé, dans quelle zone, dans quelle zone marchande, etc. Et bien sûr en fonction des caractéristiques produits ou des clusters produits qui ont le même attribut. Donc, tout ce qui est gestion des assortiments, c'est un cas qui est déjà très éprouvé d'application de l'IA. Les clusters d'assortiment, ce n'est pas un process nouveau, ça existe déjà depuis longtemps dans le retail, mais ce qu'apporte l'IA, c'est de pouvoir corréler avec une plus grande multitude de data, le taux de change, la clientèle, la météo, les CSP, etc. Donc, ça donne une plus grande facilité de fabriquer, de regrouper ces différents clusters de magasins. Un autre cas d'usage, c'est aussi tout ce qui est pilotage des promotions, et notamment pour calculer les retours sur investissement des différentes mécaniques promotionnelles. Est-ce que des promos type girafe sont plus efficaces que des discounts sur le prix ou des remises de fin d'année? Et donc là, ça permet l'IA peut aider aussi à vraiment mesurer l'impact de ces promos et donc de décider quelle mécanique sera plus efficace, et notamment aussi l'impact sur la promo, sur le fond de rayon et sur la baseline. Le troisième cas, qui est plus classique, donc c'est forcément sur la partie prévision. Donc, sans parler, déjà dans un premier cas, en utilisant uniquement les données endogènes de l'entreprise, des algorithmes un peu plus poussés que des simples régressions peuvent aussi améliorer la prévision. Et si on veut en plus coupler avec des données exogènes qu'on aura capturées et voir des corrélations avec des évolutions de prix, le parc automobile, pour les places détachées, etc., ça permet aussi de développer et d'améliorer la fiabilité de ces prévisions. Très bien. Ben, merci beaucoup, Thuyen, pour cette première phase. Donc, on va peut-être prendre quelques questions ou commentaires à ce stade-là. Je n'en vois pas pour l'instant. François, tu avais un commentaire peut-être ou... Non. Bien. Bien, nous passons deuxième groupe de cas d'usage. Damien, à toi la parole. Bien. Donc, on était plutôt sur un horizon, on va dire, stratégique ou tactique avec Thuyen, hein, donc des cas d'usage plutôt sur la top line. Je vais continuer sur des cas d'usage qui sont plus sur l'horizon opérationnel, plus sur l'exécution, donc ce qui est un peu plus terrain, qui est très important pour la supply chain. Donc, dans ces cas, alors, on retrouve la prévision des ventes, qui est, on peut dire, un classique, hein, maintenant. C'est pas nouveau qu'on fasse de l'IA pour la prévision des ventes. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est, par exemple, sur des cas d'usage de prévision des promotions, où c'est une problématique qu'on n'a pas réussi à résoudre pendant de nombreuses années. Là, on a des cas d'usage qui sont successful sur la prévision de promotion, par exemple, en magasin, en retail alimentaire, en embarquant, on va dire, toutes les variables exogènes de la promotion, du type avec voilà, comment j'avais combiné ma promotion, est-ce que j'avais fait différents lots, est-ce que j'avais créé un meuble de promotion dans le magasin, et donc mieux prévoir l'impact des promotions et s'améliorer sur l'horizon court terme, hein, notamment, et à des mailles hebdomadaires. Donc pour ça, on retrouve un peu, pour faire le lien avec ce que disait Guylain, des familles d'algorithmes de type supervisé où il y a une grande variété d'algorithmes, hein, régression, réseaux neuronaux, etc. Si on continue, donc je passe au domaine 4, sur ce qui est donc plutôt de l'exécution, on va dire. On a tout ce qui est cas d'usage de type réapprovisionnement de stock. Donc pour ça, il y en a une grande variété, hein. Ça peut être le rappro magasin à nouveau, ou aussi l'approvisionnement des usines. Si je reste sur cet exemple-là, sur le réapprovisionnement des usines pour approvisionner des composants ou de la matière, là, on a de plus en plus de cas d'usage qui combinent plusieurs choses. Une prévision de ce dont j'ai besoin. On recalcule une prévision de besoin en sortie d'usine, en entrée d'usine plutôt.
et aussi une prévision de disponibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que va me livrer le fournisseur effectivement, et ce qui est plus sophistiqué que de juste commander son besoin et éventuellement ajuster les niveaux de stock en fonction de la fiabilité du fournisseur. Voilà. Et qui requiert finalement pas tant de données que ça, mais on cherche bien sûr à utiliser au maximum les données disponibles. Toujours sur la partie opérationnelle, on a, alors, ce qui n'est pas que de l'IA, mais un cas d'usage, plutôt des cas d'usage autour de la control tower ou de la supervision de la supply chain. On peut parler de supervision à la fois sur la planification, hein, est-ce que ma demande augmente trop vite, mais aussi sur l'exécution du type est-ce que mes livraisons par camion peuvent être en retard et donc avoir ensuite des impacts sur mon plan de production, sur mon rachat en magasin. Donc là, il y a de la valeur sur l'IA, que je vais essayer d'expliquer, mais à la fois sur les algorithmes plutôt de type non supervisé, mais on peut aussi mettre du supervisé pour détecter des anomalies. En supervisé, ça pourrait être calculer le ETA, le temps d'arrivée d'un camion, et en fonction de ce temps d'arrivée, se dire si je vais pouvoir ou non faire mon plan de prod. Et alors en non supervisé, pour ceux qui ont beaucoup de flux, c'est parfois difficile de faire le tri dans ce qui a pu générer des retards ou voilà, des ruptures de service. Et donc là, le supervisé a un gros intérêt pour les entreprises qui ont des supply chains larges et complexes. Et enfin, au-delà de l'IA, il y a une dimension outil qui est importante, puisque pour mettre en œuvre ces cas d'usage, j'ai besoin d'un SI qui soit suffisamment scalable et adaptable à la complexité des supply chains. Et donc pour finir, la partie 5, donc simulation prédictive de la supply chain. Là, on retrouve plusieurs familles de cas d'usage. La modélisation et l'optimisation de réseau, on en faisait avant de parler d'IA autant qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait déjà des algorithmes d'optimisation. Ce qu'il faut noter, c'est que maintenant, on a, avec des nouvelles solutions qui sont créées, les algorithmes n'ont pas forcément beaucoup évolué sur ça, mais on arrive à être plus agile et à embarquer plus de contraintes. Par exemple, optimiser des plans de transport dans du fret, il y a des notions de température, de délai, de sécurité, de plan de chargement. Donc, on arrive à mieux optimiser les réseaux en prenant en compte au plus près les contraintes réelles. Et enfin, donc l'agilité de la supply chain, là, on est un peu plus sur un thème de recherche opérationnelle, mais avec de l'apprentissage supervisé, on a de plus en plus de capacité dans les solutions à, on va dire, définir des scénarios et via de l'apprentissage supervisé, pouvoir simuler l'impact de ces scénarios. Et enfin, donc, on a parlé de rapprovisionnement de stock, positionnement de stock, c'est pas la même chose. Là, ça va plutôt être pour toutes des entreprises de distribution et e-commerçants, par exemple, où est-ce que je veux positionner mes stocks pour gagner des parts de marché et répondre à la demande client. Là, pareil, on est sur des catégories d'algorithmes supervisés. Donc, ça, c'est plutôt les algorithmes qu'utilisent les Amazon ou les e-commerçants. Voilà en quelques mots sur les familles de cas d'usage. Merci beaucoup, Damien. Alors, il y a deux questions qui remontent. Alors, il y en a une qui est vraiment sur les data. En fait, c'est comment on s'y prend. Parce qu'encore une fois, c'est le carburant numéro 1, donc il faut comment on s'y prend pour les collecter, est-ce qu'il en faut beaucoup, comment on procède. Et la deuxième question, c'est finalement quels sont les cas les plus prometteurs aujourd'hui qui ont obtenu les meilleurs résultats que l'on peut voir de notre côté. Je vous laisse répondre, Thuyen ou Damien. D'accord. Donc, sur les data, effectivement, la plupart des entreprises déjà commencent à investir dans des data lakes. Certaines sans nécessairement savoir ce qu'ils vont en faire de ces data. Donc, ils commencent déjà par les données endogènes qu'ils ont au sein de l'entreprise et à les archiver. Et d'autres investissent aussi déjà à collecter des données exogènes, des commentaires de blogueurs, des articles de presse, des photos. Tout ça pour les stocker et pour éventuellement définir des cas d'usage plus tard. Donc ça, certains grands groupes investissent déjà cette partie-là. Après, pour commencer sur un cas d'IA pour la supply chain, on peut se contenter déjà de ce qu'on a et définir le périmètre et aller progressivement, step by step, pour
pour étendre le cas et pour enrichir après au fur et à mesure avec d'autres données. On n'est pas obligé d'avoir l'intégralité des données, une grande profondeur d'historique pour commencer des cas d'application. Très bien. Peut-être pour compléter sur la deuxième question qui était les cas d'usage les plus prometteurs. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage, comme vous l'avez vu, et même si on classe en 5 familles, il n'y en a pas une infinité, hein, mais on en recense plusieurs centaines. Peut-être on peut donner notre point de vue sur les cas d'usage où il faut investir, c'est ça pondéré par secteur, hein, bien sûr. On parle beaucoup de réduction de coûts, mais finalement, peut-être que le plus pertinent où investir, c'est les cas d'usage sur la top line, dont on parle peut-être pas assez. Donc, c'est plutôt la première page qu'on a présentée, c'est-à-dire mieux construire les assortiments, et c'est particulièrement pertinent en période post-coronavirus. Là, on a des retours d'expérience où les ventes par magasin peuvent augmenter de 10%. Et finalement, avec des délais de mise en place assez courts, hein, puisqu'on est sur des choses qui, quelque part, sont moins risquées que l'exécution de la supply chain, hein, dont on a parlé avant. Donc, des cas d'usage top line qui peut être assez large, hein, assortiment, pilotage des promotions, voire catégorie management, bien optimiser le rôle des catégories, et ça peut être rapide à mettre en place. Et on privilégie plutôt les cas qui sont quand même rapides à mettre en place, bien sûr. Ensuite, alors, faut pas parler de prévision des ventes, puisque c'est sûr que c'est une des familles de cas d'usage importantes, mais le rapprovisionnement des stocks, dans des cas soit réappro magasin, soit usine, quand on a des problématiques de service, finalement c'est un cas d'usage où je peux, sans avoir trop de données, déjà améliorer fortement la performance, puisqu'il va être moins consommateur de données que des choses qui soient plus sur de la prévision des ventes très complexes. Très bien. Mais merci à tous les deux pour cette déclinaison des cas d'usage supply chain. Alors, on va faire un petit zoom sur une entreprise qui est Michelin, qui est bien entendu leader mondial dans son secteur d'activité et qui est aussi très, très présent dans toutes les innovations, et notamment dans l'innovation en intelligence artificielle appliquée à la supply chain. Donc, je laisse la parole à Yvan qui va nous parler de tout ce beau programme. Merci Jean-Marc. J'espère que vous m'entendez bien et que le Très micro… bien. Super. Disons tout de suite que Michelin n'est absolument pas un spécialiste de l'IA. On est un spécialiste des solutions de mobilité. Les moyens importants que l'on a de recherche et développement sont plutôt utilisés sur le développement produit ou procédé. Du coup, nous, au sein de la direction de la supply chain, nous devons être très frugaux dans nos choix, puisque nous avons forcément beaucoup plus d'idées que de moyens pour les mettre en œuvre. Et donc, nous procédons, comme beaucoup d'autres entreprises, par de l'expérimentation, les fameux POC, qui nous permettent petit à petit d'investiguer et, en fonction de ce que l'on apprend, d'aller plus loin, pas par pas. Le tableau que vous voyez ici n'est pas un tableau vendeur ou n'a pas été construit pour cette présentation, mais c'est issu de notre organe de gouvernance où on met justement en parallèle tout ce que nous apprenons sur différentes technologies qui nous permet d'essayer de faire les meilleurs choix possibles pour la valeur que ça apporte pour nous, supply chain. Et vous voyez que en ce qui concerne l'IA, c'est autant un domaine d'exploration que d'exploitation chez nous, parce que nous avons déjà atteint un certain degré de maturité sur certaines de nos solutions pour qu'elles soient en production. Et avant de plonger directement sur le cas d'usage que l'on souhaite vous exposer ici, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire et comment on y est allé dans ce pas par pas. Ce que vous voyez vaguement sur la gauche avec un certain nombre de carrés de couleurs, c'est différentes expérimentations ou pilotes qui nous ont permis d'entrer dans les cas d'application supply chain pour les outils d'IA dès 2017, avec une étude que l'on a faite avec BrainCube sur l'analyse à faire entre les données de stock et les données de service, qualité de service. Nous savons tous que les deux sont intimement liés, en tout cas dans toutes les théories, dans tous les bons bouquins de supply chain. Par contre, dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme dans les bouquins. Et donc, ça nous a permis d'apprendre un certain nombre de choses de cette réalité. Et c'était, encore une fois, notre premier pas. Deuxième pas,
nous avons utilisé du machine learning que l'on a alimenté avec toutes les données de commande de nos clients sur un certain périmètre, un certain continent, un certain segment, pour aider nos amis du marketing à trouver des profils de clients, profils de comportement client sur la façon dont ils commandent, pour nous aider à mieux développer nos offres de services, services de replenishment, de same-day delivery, livraison de nuit ou d'autres, en fonction de leurs pratiques de précommande ou pas, etc., qui était déjà très intéressant également. Nous avons utilisé du deep learning sous format de POC également, puis qui est rentré en production pour la reconnaissance d'images, enfin, ou le traitement d'images avancées dans ce que l'on appelle la lecture de black on black, qui en fait consiste à avoir une caméra qui filme les flancs des pneus qui sortent de nos usines ou dans certains de nos entrepôts avant de passer en livraison magasin pour lire toutes les inscriptions qui sont sur le flanc du pneu. Le pneu étant ce qu'il est, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de contraste. C'est particulièrement difficile de reconnaître des caractères là-dessus. C'est pour ça qu'on appelle la lecture de black on black. Et c'est très important pour pouvoir faire, par exemple, du contrôle avant expédition dans des camions entiers qui vont livrer certains de nos clients OE, par exemple, qui veulent pas trouver le mauvais pneu dans leur chaîne de montage d'enveloppe. Puis, on tombe sur le cas d'usage sur lequel on va plus insister ici. C'est notre outil que l'on a même baptisé SAM, S-A-A-M, comme Stock Analysis and Alerting Machine. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en traiter le tsunami de data que nous avons à traiter tous les jours en supply chain pour la bonne distribution de nos produits depuis nos usines vers les entrepôts commerciaux. Nous avons en fait 45 000 data points tous les jours au niveau du SKU par entrepôt, par magasin. Et donc, tout simplement, on a trop de données. Tout ça pourquoi? Parce que vous comprenez bien que si on prend ne serait-ce que une voiture comme une Clio, elle peut être équipée de plusieurs dizaines de pneus différents, avec des dimensions, des indices de charge, de vitesse, etc. différents. Et donc, nous avons énormément de diversité de pneumatiques. Et arriver à avoir le bon pneu au bon endroit, au bon moment, est extrêmement compliqué. Et nos analystes, nos spécialistes de la supply chain, n'ont pas littéralement le temps de traiter toute cette masse de données avec toute la finesse qui serait nécessaire pour faire leur boulot. Donc, l'être humain simplifie, travaille par agrégat, travaille sur un Pareto, sur les principales dimensions, et ce faisant, n'a pas la capacité de traiter tout ce que l'on aimerait traiter. C'est là où effectivement nous avons développé des algos classiques de machine learning pour nous aider à détecter 3 semaines à l'avance une rupture de stock sur une référence article sur un point de notre réseau de distribution. Cela a suffisamment bien fonctionné pour que, en fait, on soit passé assez vite sur ce POC-là en production, parce que nous obtenions tout de suite de la valeur, plus vite que sur d'autres POC que l'on menait en parallèle sur de la blockchain, de l'IoT, des exosquelettes, des AGV et tout ce que vous pouvez imaginer en innovation supply chain. Et du coup, c'est, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est aujourd'hui notre priorité numéro 1. Et ça nous a aidé également à développer une vision, la vision que vous voyez schématiquement sur ce graphique. En fait, la première étape fonctionnelle que l'AI nous permet d'atteindre, c'est adresser cette espèce de tsunami de données que nous avons avec une maille fine, c'est faire des prédictions. Et du coup, nous espérons pouvoir passer à une phase d'automatisation des actions correctives via des technologies du style RPA, Robotic Process Automation, pour atteindre notre Graal qui est le Self-Healing Supply Chain. C'est des supply chains qui, avec toutes les imperfections qu'elles ont et qu'elles continueront d'avoir demain, elles s'auto-analysent,
règles pour éviter un certain nombre de problèmes. Et quand il y a des problèmes que l'on n'a pas réussi à anticiper et à faire disparaître avant même qu'ils ne naissent, apporter des actions correctives beaucoup plus chirurgicales, donc beaucoup plus précises, plutôt que par agrégat. Et les résultats aujourd'hui, pour l'instant, même si on est loin d'être à notre Graal que je viens de décrire, sont très encourageants. Là, je ne vais pas vous montrer de slides qui seraient confidentiels, mais ce que je peux partager avec vous, c'est que sur 2019, l'année 2019, grâce à SAM, donc, l'outil est tout seul intervenu sur 12% de nos SKU, sur le périmètre des pneumatiques pour véhicules de tourisme sur le continent européen. Et sur ces 12% d'actions préventives, grâce au fait que ça a évité des véritables ruptures de stock, on a augmenté notre ATF, Available to Fill, notre disponibilité produit, de 7 points, ce qui, dans le monde du pneumatique, est assez énorme. Et ça, c'est une utilisation dans la distribution. Nous avons aussi une utilisation plus, donc on est vraiment dans l'opérationnel. Si on parle du tactique, nous utilisons également SAM sur les prévisions pour envoyer un meilleur signal à nos usines, notamment sur ce que l'on appelle les long tail, donc dans le Pareto des références articles, c'est toutes ces queues-là qui sont très longues et c'est très compliqué et parfois il y a beaucoup de marge sur certains pneus qui font pas des gros volumes. Et bien là-dessus, sur la prévision, nous avons réussi à démontrer sur 2019 16 points de progrès sur le MAPE en prévision. Donc le MAPE, l'écart sur les prévisions à une maille fine, à une maille article, et 13 points sur le biais de prévision, donc à une maille agrégée. Donc ce sont des progrès qui sont significatifs, en tout cas pour nous et dans notre métier, suffisamment significatifs pour que, comme vous le voyez dans ce slide, on ait mis l'IA au cœur de nos priorités dans le développement de nos innovations en supply chain. Impressionnant, impressionnant, merci beaucoup. Je vais peut-être ajouter un petit point parce que on est loin de la perfection, bien entendu. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes qui travaillent donc sur ces solutions IA. On a aujourd'hui 11 machine learning qui sont en cours de développement ou en production, mais nous utilisons quand même pour l'instant uniquement des informations internes, ce qui est déjà beaucoup. On a des masses d'informations considérables, mais nous n'avons pas atteint le degré de maturité qui nous permette d'inclure des informations externes, des données météo, des données venant de ce que nos petits robots peuvent capturer sur le net, des promotions de nos concurrents. On a des tas d'idées pour développer considérablement l'univers de la data. Je pense que les présentateurs qui m'ont précédé ont beaucoup mieux expliqué que moi l'importance de la data avant de commencer à s'intéresser à l'IA. Il y a une richesse et une valeur incroyable dans des layers de data supplémentaires, y compris à l'extérieur de l'entreprise, qu'il nous faut savoir exploiter, et on a une confiance sereine sur notre capacité à aller chercher dans les mois et années qui viennent ces couches de valeur supplémentaires. En tout cas, on s'y attaquera. Je suis disponible pour d'éventuelles questions dans les phases questions-réponses s'il reste du temps. Non, je pense qu'il y a une question qui était revenue, c'était effectivement le nombre de ressources impliquées, mais tu nous as bien répondu avec déjà une douzaine de personnes, ce qui est très significatif, même pour un groupe de la taille de Michelin, je pense. Peut-être une question sur, finalement, au sein d'un groupe comme Michelin, est-ce que dans la supply chain, on trouve beaucoup de cas intéressants, enfin, est-ce que l'IA est très bien implantée dans la supply chain ou proportionnellement mieux que dans d'autres fonctions de l'entreprise? Est-ce que tu peux avoir une vision là-dessus par rapport à, je sais pas moi, à la finance ou RH ou... Très bonne question. Nous avons, au sein de la supply chain, eu une conscience des opportunités. Est-ce que vous n'êtes pas en avance un peu? Est-ce que vous n'êtes pas en avance? La supply chain, est-ce qu'elle n'est pas en avance finalement sur ces sujets? Oui et non. Alors, je vais essayer de documenter un tout petit peu ma réponse.
En fait, nous avons déjà identifié très tôt, il y a 3 ans, en 2017, nous avions fait une liste de, je crois de mémoire, 35 use cases différents, rien qu'au sein de la supply chain. Et là, je n'ai cité dans mon intervention que quelques-uns de ces use cases, et nous n'avons même pas commencé à soulever le capot de certaines de ces lignes dans ce tableau. Donc, on ne considère pas que l'on est en avance, compte tenu de la vision que l'on a. Par contre, c'est vrai qu'on s'est mis en route plus tôt que certains de nos collègues et qu'avec une démarche, encore une fois, nos moyens nous obligent à avoir une démarche très frugale et très progressive, démarche des petits pas. Et c'est en démontrant par des pilotes que l'on est allé creuser plus loin et rajouter des fonctionnalités, par exemple à SAM, qui est une de nos solutions les plus abouties aujourd'hui en intelligence artificielle. Nos collègues de l'industrie travaillent également très intensément sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est maintenance des machines, sur prédictibilité du comportement d'un certain nombre de matériaux et de matières premières dans les différents processus chimiques qui rentrent en jeu pour la fabrication de pneus, la cuisson, etc. Nous avons les départements marketing qui sont sérieusement impliqués sur ces questions d'intelligence artificielle et également nos collègues de la finance. L'intelligence artificielle étant regroupant un certain nombre de technologies et de méthodes qui sont pas forcément nouvelles, mais dont les capacités ont considérablement augmenté ces dernières années grâce à la disponibilité des données, grâce à la vitesse des ordinateurs et à l'accroissement considérable, la démocratisation, disons, du savoir-faire dans ces domaines. Et donc, nous avons mis en place des organes de gouvernance qui, pour certains d'entre eux, sont transverses aux différentes fonctions de l'entreprise. Parce qu'il y a un apprentissage, au moins au sens méthodologique et au sens métier, qui gagne à être vraiment partagé entre les différents domaines de l'entreprise. Et c'est ce que nous essayons de faire. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions et merci infiniment pour ce brillant témoignage qui montre que on peut être aujourd'hui des groupes tels que Michelin ont quand même une avance, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ont quand même bien pris le sujet par la main sur tous ces use cases, supply chain. Alors, nous sommes un petit peu en retard sur l'horaire, mais nous allons avancer maintenant sur la partie suivante qui a pour objectif de vous donner un petit peu une vision des différents types de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors bien entendu, elles ne sont pas toutes exhaustives, mais qu'on va vous présenter Damien et Thuyen, des solutions de supply chain qui incorporent un contenu d'IA. Donc, l'objectif de ce radar, c'est de vous présenter les différentes solutions IA qui existent sur le marché pour la supply chain. Donc, comment on l'a établi ce radar? Donc, c'est basé sur les informations des différents éditeurs, des échanges qu'on a pu avoir avec eux, des projets qu'on a menés aussi avec eux, ou aussi des retours de clients de ces différents éditeurs. Il n'est pas exhaustif parce que les acteurs, les technologies émergent fréquemment et très rapidement. Et on a voulu le structurer suivant deux axes. Le premier, c'est sur la partie techno. Donc, certains sont complètement généralistes, polyvalents. Donc, c'est un peu type de boîte à outils et ils peuvent s'appliquer à différents use cases de la supply chain. Et d'autres ont décidé de se spécialiser sur un ou plusieurs process particuliers de la supply chain. Et l'autre axe, c'est bien sûr sur la partie use case, que ce soit les data, l'aspect plus planification tactique ou planification opérationnelle. Et le dernier, c'est est-ce que l'éditeur est émergent, c'est une startup ou ce sont des éditeurs classiques d'APS, de planning system déjà établis. Voilà, Damien va vous présenter donc ce radar. Alors, en introduction, bien sûr, tout ce document sera disponible sur les sites de France Supply Chain et de Wavestone d'ici 24 à 48 heures au maximum.
Donc pour compléter, j'ai le plaisir de vous présenter la première version de ce radar qui a amené à évoluer, puisqu'on a de l'ordre d'une dizaine de créations de start-up IA pour la supply chain chaque année. Donc si on avait présenté ce radar il y a quelques années, il serait beaucoup plus vide. Et je précise qu'on a intégré dedans que les start-up ou éditeurs plus établis qui ont une présence en France et au moins 5 références significatives. Donc, je vais vous le commenter peut-être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et juste pour donner un peu de légende, donc vous avez sur la marge extérieure du radar des éditeurs émergents, donc plus des startups, mais c'est relatif au sens où c'est plus une notion d'ancienneté. Donc on a plutôt mis des sociétés qui ont été créées il y a moins de 6-7 ans, mais certaines d'entre elles font déjà plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur la droite par exemple. Donc si on progresse par processus, on retrouve tout ce qui est captation de données exogènes, avec des solutions qui permettent de récupérer soit des données des réseaux sociaux, soit des données de pricing ou d'activité promotionnelle des concurrents sur cette partie-là. Ensuite, on a voulu garder notre processus qui était autour de l'offre, du clustering des assortiments. Vous voyez qu'il y a moins de solutions dans ce cadran-là, puisque bien que ce soit un cas d'usage assez fort et héroïque, on a plutôt tendance à le faire avec nos algorithmes, alors pas forcément maison, mais des algorithmes marché de clustering, mais qu'on va personnaliser à nos besoins. Donc, ce qui est important aussi à la lecture de ce radar. Et on peut y retrouver des éditeurs plus établis qui viennent plutôt du monde des statistiques ou du retail. Ensuite, on a tout ce qui est simulation prédictive de la supply chain, où là, on a des nouveaux acteurs. Pour commenter les émergents, vous connaissez peut-être les plus établis. Donc, dans les acteurs émergents, on en a qui se sont spécialisés, on va dire, dans l'optimisation de contraintes assez complexes, DCBrain par exemple, dans tout type de secteur, que ce soit de l'industrie, du nucléaire, de la fabrication plus ou moins lourde. Et ensuite, on a donc un cadran un peu plus classique, tout ce qui est planification de la demande ou prévision des ventes, où là, on va retrouver les acteurs historiques qui viennent plutôt du monde des APS, Advanced Planning and Scheduling, mais aussi des startups plus ou moins récentes qui se sont spécialisées dans la prévision et le replenishment, avec souvent une spécialisation sectorielle, c'est-à-dire certains plus sur le retail ou d'autres plus sur l'industrie. Si on continue sur la droite, on a tout ce qui est tour de contrôle supply chain, donc plutôt sur l'exécution de la supply chain, avec sur la marge extérieure, on est essentiellement sur des solutions qui se sont spécialisées sur la problématique transport, la problématique de mieux piloter, suivre, prévoir les flux de transport, qui peuvent être particulièrement complexes quand on est sur des supply chains internationales, et aussi avec un effet de massification de la donnée quand j'arrive à avoir beaucoup de transporteurs connectés à une même solution. Et peut-être pour commenter la partie tout à droite qui est séparée du radar, puisqu'il s'agit de plateformes polyvalentes qui ne sont pas limitées à quelques process, mais qui peuvent potentiellement couvrir la plupart des process. Ces solutions permettent aussi de superviser l'exécution de la supply chain, donc ça peut être le cas d'Aera par exemple. Et enfin, le dernier cadran, donc réapprovisionnement du stock. Alors, en fait, on retrouve les mêmes acteurs que sur tout ce qui est prévision des ventes, puisque c'est souvent des solutions qui cherchent à fournir à la fois une fonction de prévision des ventes, mais aussi de replenishment. Ils ont chacun leur force sur faiblesse, ils ne sont pas tous égaux, bien sûr. Et pour finir, donc peut-être pour commenter ce qui est spécifique à la partie plateforme IA polyvalente, donc ça, c'est des solutions qui, au-delà de l'algorithmique, puisqu'elles n'en ont pas forcément beaucoup d'algorithmique embarquée, c'est-à-dire que dans la solution, j'ai la capacité à ce qu'une entreprise ait ses data scientists, ses programmeurs qui programment en Python dans la solution, assez simplement. C'est des solutions qui ont plutôt investi sur la capacité à se connecter au système de la supply chain, que ce soit les ERP, les APS, les WMS, les TMS, et donc se connecter de différentes façons. Ça peut être des crawlers ou ça peut être d'autres types de connexions qui analysent les logs. Et donc ces solutions ont l'intérêt de pouvoir centraliser la donnée supply chain, ce qui est particulièrement pertinent quand je veux construire une supervision globale, quand j'ai une grande supply chain assez complexe. Voilà ce qu'on voulait vous partager sur voilà, ce radar des solutions émergentes et établies. Très bien. Merci beaucoup à Thuyen et à Damien.
ces éléments sont très vite disponibles sur le site, ainsi que l'enregistrement complet du webinaire. Alors, dans les questions, peut-être avant de passer la parole à François-Martin Festa pour le mot de la fin et surtout pour vous donner un peu la perspective des prochains événements, j'ai une question quand même qui revient, si on peut la traiter en 2-3 minutes, peut-être Guylain, sur finalement les freins en fait. Quels sont les freins qui sont, parce que l'IA on en entend beaucoup parler, c'est quand même un gros buzzword, même en supply chain depuis quelques années, hein. On est tous conscients de ça. On a vu quand même qu'il y avait beaucoup de cas d'application et que ça progressait bien. Le témoignage Michelin, je pense, est assez éclairant dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que, toi, avec le recul de tous les secteurs d'activité que tu vois, qu'est-ce qui coince encore aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, il y a ce qui est invoqué comme point à la source du problème et ce qui est la réalité pour moi. Donc, il y a plein de fausses croyances sur l'IA en disant il faut absolument qu'on ait toutes les données de qualité rassemblées en un endroit unique avant de commencer le moindre cas d'usage. C'est évidemment inatteignable et irréaliste parce que mettre en qualité les données, toutes les données de l'entreprise, de la supply chain, ça n'a pas de sens. Donc, il faut le faire par rapport à des finalités concrètes. Donc, il y a beaucoup de croyances là-dessus. Il y a beaucoup de croyances sur la culture data IA en disant on a un vrai problème de culture data IA au sein des COMEX et au sein du top management. Et donc, il faut faire des voyages d'études pour acculturer dans la Silicon Valley. Pour moi, c'est une erreur absolue. C'est-à-dire il faut effectivement un engagement fort du top management, mais qui ne sera pas fondé sur des exemples qui n'ont rien à voir et qui sera plus fondé sur la compréhension forte de comment ça peut impacter les process clés de l'entreprise. Donc, il y a plein de croyances comme ça. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu dans des secteurs qui ont débloqué un peu cette situation, des environnements qui ont vraiment réussi à commencer à passer à l'échelle, c'est de changer un peu de paradigme, de sortir de la logique techno-push. Aujourd'hui, on est vachement dans des data labs, des IA labs, des entités d'innovation qui poussent des propositions au métier en disant j'ai vu un super truc, une startup géniale qui propose un truc brillant, etc. Alors c'est intéressant, ça peut inspirer, mais c'est insuffisant. Et ce qui marche le mieux, c'est le business pool, c'est-à-dire d'identifier des problèmes, des pain points. Voilà, j'ai un problème. Est-ce que je peux trouver une solution ad hoc ou une solution du marché qui va me permettre d'y répondre? Et quand on a switché dans cette logique-là, du coup, on arrive au bon endroit au bon moment avec un métier qui a envie d'avancer, qui en a besoin. Et du coup, finalement, les solutions atterrissent beaucoup plus facilement en prod. Sinon, on fait des proof of concept, on démontre ça à Vivatech et ça n'arrive jamais au bout et à changer réellement les process de l'entreprise. Le deuxième sujet, deuxième frein majeur, c'est que aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde se bat pour ce que j'appelle le cool side, donc le côté sympa, de rencontrer des startups, de recruter des data scientists, de faire des POC, d'aller dans tous les événements où on parle, etc. Mais il y a peu de personnes dans l'entreprise qui veulent et peuvent bien traiter le dark side, c'est-à-dire toutes les questions de data quality, d'engineering de la data, comment on fait tomber ça, comment on fait tomber ça en marche dans les systèmes d'information de l'entreprise, d'architecture, de RH, comment on est en train de déformer les métiers en mettant des IA à leur disposition. Et du coup, comment on doit traiter ça, comment on doit traiter la formation. Donc, il y a énormément de sujets qui sont aujourd'hui délaissés, alors qu'on met souvent dans la banette d'un hypothétique Chief Data Officer qui passait par là, mais qui aura beaucoup de mal tout seul à faire vraiment bouger l'entreprise. Et donc, il y a vraiment un sujet d'arriver à se dire que la data, c'est des choses très sexy et l'IA encore plus, et des choses beaucoup plus compliquées et qui nécessitent de vraiment se retrousser les manches. La troisième raison, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de fausses promesses quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur le marché qui vous parlent de no-code, donc la capacité à faire de l'IA juste en faisant du drag and drop d'algorithmes et de jeux de données. C'est évidemment complètement, on va dire, futuriste, si je veux rester poli. Beaucoup de fausses promesses autour de la data centricity en disant c'est génial, on a trouvé des solutions pour centraliser toutes les données dans un data lake, on va secouer très fort et ça va créer des cas d'usage et de la valeur.
C'est évidemment pas vrai. Il faut se poser les questions avant de savoir ce qu'on veut centraliser comme données. Des vendeurs de rêve sur la data quality en disant on est capable de suivre une donnée dans toute la vie du SI, à tous les endroits, de savoir qui l'a modifié, comment, pourquoi. Ce sera sans doute vrai et sans doute utile sur certains processus, mais c'est monstrueux à mettre en place de façon générique, donc il faut bien le cibler. Et toutes ces fausses promesses ont fait qu'il y a quand même un peu de désillusion, et vous en faites peut-être partie pour certains, en se disant, mais finalement, est-ce que un jour on arrivera vraiment à tirer de la valeur de la donnée? Donc, je suis content qu'il y ait eu quelques preuves faites autour de cette table parce que ça permet d'avancer. Et le dernier point, et qui est vraiment important, c'est alors je ne devrais pas dire ça parce que je m'occupe des data scientists aussi, mais on a vraiment déifié les data scientists. Donc, on a fait croire qu'un data scientist tout seul pouvait tout traiter. En fait, un data scientist, il est incompétent sur 90% d'un projet d'IA. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un système d'information, il ne sait pas ce que c'est que le métier, les gestes métiers, les processus concernés, il ne sait pas ce que c'est que la data, le data engineering et comment on fait pour installer son algorithme durablement de façon pérenne et sécurisée dans un système d'information complexe, sédimenté, parfois un peu monolithique, en tout cas difficile à faire évoluer, etc. Et du coup, tout seul, il ne va rien pouvoir faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de cas d'usage et de proof of concept qui ne sont pas passés à l'échelle, parce qu'on n'a pas pris en compte les autres dimensions. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures, mais j'ai pas le temps. Super. Non, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Guilain. Et puis, je vois qu'il y a énormément de questions encore auxquelles malheureusement nous n'aurons pas pu répondre. Écoutez, merci pour ces échanges. Je vais, avant de clôturer, laisser la parole à François qui va vous donner quelques éléments sur les prochains événements du Lab Digital. François, si tu nous entends, c'est à toi de parler. Parfait, merci. Tout d'abord, un énorme merci aux acteurs du Lab Digital, dont Yvan qui a présenté les cas d'usage de Michelin fait partie, et un énorme merci aux équipes de Webstone pour cette présentation très intéressante. La valeur ajoutée que le Lab Digital au sein de France Supply Chain essaye d'apporter, c'est de démystifier un certain nombre de contextes, on l'a vu, de présenter des cas d'usage concrets, et derrière de segmenter, recommander. On fait face à un foisonnement de solutions, de start-up, de sociétés, avec des offres commerciales qui sont souvent un petit peu confusing, où tout le monde sait tout faire. Et en fait, ce qu'on essaye d'amener ici, c'est un codage, un parcours des cas d'usage qui peut être utile. Donc, c'était vraiment la raison fondamentale pour qu'on a un partenariat avec Webstone. Je dirais que la présentation aujourd'hui, on est vraiment un bon exemple de rendre des sujets complexes, facilement appréhendables pour aux différents acteurs de la société, les appréhender potentiellement. Les prochains événements des supply chain, le premier, c'est de vous pitcher sur une mise à jour de l'enquête Panorama de la Digitization. L'enquête de l'année dernière est disponible sur le site de France Supply Chain et on souhaite la reconduire tous les ans pour justement être en mesure de mesurer les évolutions. C'est aussi, sachez-le, un input très important pour nous, le lab. Imaginez bien que dans Lab Digital, on peut couvrir des dizaines de sujets différents et on a décidé d'être focusé sur quelques thématiques. Donc, on a retenu l'IA, on a retenu IoT, on a retenu Data Exchange, on a retenu l'innovation en supply chain et RPA. Cette enquête et vos contributions à cette enquête nous permet aussi de sécuriser qu'on oriente nos travaux pour répondre aux problématiques les plus importantes à vos yeux des supply chains. Nous serons présents sur Supply Chain Event les 17 et 18 novembre, où on viendra justement présenter les résultats de l'enquête avec un use case. On a aussi, avec un lab ETI PME, conçu des outils de diagnostic, d'autodiagnostic qui vous seront présentés. Et on aura une conférence, comme aujourd'hui on avait une conférence sur la thématique de l'intelligence artificielle, nous aurons une conférence sur les data exchange focusée principalement sur les échanges entre compagnies. Ça peut être un industriel avec son distributeur, ça peut être les relations avec les fournisseurs de rang 1, les fournisseurs de rang 2. Donc 17 et 18 novembre,
N'hésitez pas à aller sur le site de France Supply Chain, à rentrer en contact avec l'association si vous souhaitez recevoir les invitations. Dans la même idée qu'aujourd'hui, nous vous proposons 2 autres webinaires en novembre et en décembre. Le premier sur RPA, Robot Process Automation, avec une nouvelle fois la participation de Michelin, qu'on sera ravis d'accueillir, mais aussi d'autres entreprises. Et en décembre, la présentation de la Supply Chain Innovation par Daher, qui nous est apparu comme étant une pratique intéressante. Comment arriver à leverager l'innovation et les déployer plus largement dans l'entreprise. Parce que bien souvent, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, les innovations ont tendance à rester au niveau du POC et il y a une vraie difficulté, une vraie stratégie de certaines entreprises pour passer à l'échelle. C'est ce que l'on aura l'occasion de voir avec Daher. Donc encore une fois, un grand merci, un partenariat extrêmement fructueux sur IoT aujourd'hui, sur IA, et une grande participation. J'espère que cette conférence a répondu à vos attentes et les documents vous seront mis à disposition. Bien évidemment, n'hésitez pas, le site de France Supply Chain. Merci François, et je conclus avec une nouvelle fois un grand merci à tous les participants, 170 personnes présentes en ligne, c'était vraiment un très beau succès, et merci encore à tous nos intervenants. Je remercie particulièrement Yvan, bien entendu, de sa présence aujourd'hui. Merci et bonne journée à tous.